Donc moi, je suis consultant, je suis à mon compte et je fais des dossiers ICPE. Donc j'interviens pas spécialement que pour l'industrie chimique, j'interviens pour tout type d'industrie. Merci. Donc je fais donc des installations classées pour la protection de l'environnement, pour ceux qui connaissent. Donc toutes les industries doivent respecter cette réglementation-là selon leur volume d'activité et les produits chimiques qu'ils utilisent, des audits énergétiques et l'accompagnement au système de management de l'énergie et de l'environnement, avec une formation à la base d'ingénieur en eau et environnement, donc pas de chimiste vraiment, pas de formation en chimie. Donc la problématique des déchets, il y a plusieurs points. Il y a un problème de coût. Il y a un problème de risque pour les personnes et pour l'environnement. La logistique, où est-ce qu'on les stocke et comment on les évacue et comment on les élimine. Et un vrai problème de responsabilité, parce qu'on est responsable de nos déchets jusqu'à leur élimination. Donc, c'est pas passionnant le premier point, mais on y est tous soumis, donc je vais faire juste un bref rappel réglementaire. Ensuite, présenter la méthodologie d'évaluation de la dangerosité pour se caler un petit peu plus sur la partie déchets chimiques. Les cas pratiques, je vais peut-être passer plus rapidement dessus parce qu'on a un timing un peu serré. Et puis l'optimisation de la gestion des déchets, c'est plus une ouverture. Donc voilà. Donc les rappels réglementaires, quand on est vraiment, je me situe dans le cas de mes clients, on va dire, donc qui sont des industriels, soit de l'agroalimentaire, soit de l'industrie du bois. Ça m'est arrivé aussi de faire de l'industrie pharmaceutique, de la logistique, enfin voilà, un peu tout type d'industrie. Quand on cherche à savoir quels sont nos déchets et s'ils sont dangereux ou pas, le premier point, c'est la nomenclature déchets. La nomenclature déchets, en fonction de votre activité, vous avez différents types de déchets générés et ils vous disent si c'est dangereux ou pas dangereux. Ensuite, il y a la directive cadre déchets qui donne des méthodologies pour vérifier la dangerosité des déchets sur 15 points différents, qui étaient appelés H1 à H15 précédemment, avant l'harmonisation CLP, et qui ont été renommés HP1 à HP15 pour éviter de les confondre avec les mentions de danger des FDS. La nomenclature des installations classées ICPE participe aussi parce qu'il y a eu la directive CVSO 3 qui est entrée en vigueur en juin 2015 et qui impose de prendre en compte les déchets dans la classification du site. Donc, d'où l'intérêt de ne pas stocker des quantités astronomiques de déchets et de les laisser attendre dans le temps jusqu'à ce qu'on sache plus ce qu'il y a dedans. Ensuite, ce qui s'applique, c'est tout ce qui est la réglementation pour le transport. En ce qui concerne le transport, c'est plutôt la réglementation TMD qui va s'appliquer, donc le transport de matières dangereuses. Le statut de sortie du déchet, donc ça c'est un point un peu particulier, mais qui peut être intéressant pour certaines industries, pour justement faire réutiliser un déchet comme une matière première. Et ensuite, la loi relative à la transition énergétique qui indique qu'on doit renforcer l'économie circulaire et donc prévenir et gérer nos déchets de manière plus saine et plus ambitieuse, on va dire, par rapport à la situation précédente. Donc la méthodologie de classement des déchets, elle est issue d'un guide de l'INERIS. Et donc les premiers points, c'est le schéma du haut. Donc c'est la classification par les codes déchets, par la bibliographie et la comparaison à des classifications existantes. Donc ça, c'est le point le plus important, c'est la connaissance du déchet, la connaissance des substances et la connaissance des déchets. Alors, moi, dans mes clients, j'ai moins de formulations de produits nouveaux, avec des risques différents de la substance A et B. Enfin, formuler un produit C avec des risques différents de la substance A et B. Inconnus, enfin voilà. Donc ça m'arrive pas trop. C'est vraiment le cas des laboratoires qui ont été exposés avant. Donc on a quand même assez la connaissance du produit qui est formé dans un process. Et on a la possibilité d'évaluer sa dangerosité, beaucoup grâce à la nomenclature ou alors aux données existantes. Ensuite,
Les tests spécifiques et les analyses en laboratoire, j'en ai jamais vu chez mes clients. Déjà, ça a un coût. Et je pense que c'est une démarche trop lourde à porter pour des structures dont c'est pas le métier, quoi. Voilà. Donc, si je vais passer un petit peu rapidement, mais voilà, la nomenclature déchets, vous avez des entrées, ce qu'ils appellent des entrées absolues. Donc, c'est là où il n'y a pas de possibilité d'interprétation. Donc, soit c'est dangereux, soit ça ne l'est pas, mais vous ne pouvez pas vous classer ailleurs. Soit il y a ce qu'ils appellent des entrées miroirs. Les entrées miroirs, c'est déchets d'un type dangereux, et la ligne suivante, c'est autre déchet, et c'est classé non dangereux. Donc là, c'est un peu à vous de dire si c'est dangereux ou pas dangereux. Dans ce cas-là, eh ben, on utilise les FDS, la biblio. Si on a fait des dilutions ou des choses comme ça, on a les moyens avec des seuils, ce que disait Madame Jonquet, justement de déterminer si c'est dangereux ou pas, si le produit corrosif est devenu irritant, enfin voilà. Et en dernier recours, on a l'évaluation des propriétés HP1 HP15. Donc là, je dirais, c'est un peu pareil. On se sert des pictogrammes des produits qu'on utilise, des pictogrammes les plus dangereux, et puis on le rentre dedans et on classifie notre déchet comme ça. Mais on va rarement jusqu'aux tests et aux analyses de laboratoire. Donc le synoptique, ça reprend ce que j'ai dit à l'instant. Donc je vais passer rapidement. Ça, c'est un exemple d'un de mes clients qui faisait du traitement du bois. Donc en fait, la FDS, c'est un produit qui est dangereux pour l'environnement, très dangereux de manière chronique. Et quand on le dilue dans l'eau, il baisse d'un cran. Donc après, ça a impacté sur le classement du site et ça impacte sur le type de déchet que ça va être. Il n'empêche que dans tous les cas, dans les industries, le principal point, que ce soit pour les produits ou pour les déchets, surtout quand c'est des produits liquides, il faut que ce soit sur rétention. Même des produits qui ne sont pas forcément dangereux, quand ils sont déversés en grande quantité, que ça part dans l'environnement, les poissons n'aiment pas bien ça. Donc, vraiment le point important, c'est la connaissance, quoi. Il faut avoir les FDS à jour. Donc ça s'améliore, hein, mais il n'y a encore pas longtemps, je suis passé dans une entreprise où le stock de déchets, le local de produits chimiques, rien n'était étiqueté, tout est, il n'y a pas d'incompatibilité ou de compatibilité. De toute façon, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient. Donc ils ont fait du gros ménage, mais on en trouve beaucoup dans les TPE, PME. S'ils sont installés il y a 15 ans, ils ont des produits qui datent de 15 ans. Hein. Et donc après, une fois qu'on a ces connaissances, on les interprète pour vraiment vérifier et s'assurer que le risque est géré, quoi. Connaître ce qu'on a. Quand on parle de stockage de déchets, les risques liés au stockage, ça va être soit un risque de renversement accidentel, soit un dégagement de vapeur, soit un risque de suraccident si on a un accident déjà en cours et que le déchet va participer, soit le problème des incompatibilités de produits chimiques. Et donc dans ce cas-là, pour les déchets, s'applique la même règle, on va dire, entre guillemets, que pour les produits chimiques connus. Sauf que dans les déchets, on n'est pas forcément certain de toutes les on va dire, caractéristiques du déchet. Donc ce que moi je recommande, c'est d'avoir une gestion avec du bon sens, hein. C'est limiter les stockages de déchets, que ce soit dans les ateliers ou quoi, avoir un stock décentralisé plus important, mais mieux géré, et surtout là où il n'y a pas beaucoup de circulation de personnel, et informer le personnel des dangers des déchets. Sachant que vos déchets sont censés aussi être étiquetés de la même façon qu'un produit, une matière première ou qu'un produit chimique quelconque. Hein. Ce qui rejoint l'intervention de Madame Jonquet en disant si on n'a pas les mentions de danger d'un déchet, on utilise les mentions de danger les plus importantes des produits qu'on a utilisés dans le process. Et l'évacuation, j'en parle parce que il faut vérifier les agréments des prestataires. Ça, c'est plus le dernier point des risques liés aux déchets que je vous ai présenté avant, c'est la responsabilité qu'on a. On est responsable de nos déchets jusqu'au bout. Donc, si vous avez un prestataire qui vous propose d'évacuer vos déchets dangereux pour 30 € la tonne, vous vous doutez bien que ces déchets dangereux-là ne vont pas être traités
Il n'y a pas de solution miracle, hein. Donc, sincèrement, après, voilà, malheureusement, il n'y a pas assez de police de l'environnement pour vérifier ces points-là. Mais on a notre responsabilité pour les générations futures et même pour la nôtre, hein, de gérer ça de manière la plus saine possible, quoi. Et après, pour le transport, il faut respecter la réglementation TMD aussi, donc les transports de matières dangereuses. L'optimisation des déchets, c'est vraiment la connaissance. La réduction à la source, alors, la réduction à la source, là, donc c'est plus général, hein. Même les déchets non dangereux, des déchets de carton, des déchets de plastique. La réduction à la source, ça fait vraiment appel à un partenariat avec vos fournisseurs, quels qu'ils soient. Si vous avez un suremballage, vous pouvez éventuellement voir avec eux pour supprimer ces suremballages en fonction bien sûr de l'utilité. Et moi j'ai des entreprises comme ça qui ont drastiquement réduit leur quantité de déchets et qui se sont entendus avec leurs prestataires et leurs fournisseurs pour se faire reprendre une grande partie de leurs déchets. Donc, ils sont certifiés 14001, mais ils vont bien au-delà de la démarche habituelle de management de l'environnement. Ensuite, le choix des process efficaces, ça c'est vraiment un choix primordial pour les industries. Pour faire ça, il y a une méthode pour on va dire, prendre en compte la valeur réelle du déchet. C'est une méthode qui parle en flux matière et non pas juste en efficacité, en rendement de process. Et quand on regarde en flux matière, on se rend compte que chaque étape d'un process de fabrication génère des déchets. Par contre, on affecte un coût à ces déchets, c'est-à-dire qu'un déchet à la première étape de fabrication va avoir le coût de la matière première, le coût de l'énergie utilisée à cette étape-là, le coût de la main-d'œuvre. Et on se rend compte que si on a 3 ou 4 étapes, à la 4e étape, le déchet vaut potentiellement beaucoup plus cher qu'à la première étape, vu que ça s'accumule. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir raisonner en termes de perte matière et de coût réel des déchets. Cette méthode-là, elle a pour avantage de revaloriser, entre guillemets, donner une valeur importante aux déchets pour que les choix de process puissent être rentables, qu'on puisse avoir un temps de retour sur investissement qui soit viable. Si on prend en compte que le coût d'évacuation des déchets, on n'arrive pas forcément à des investissements rentables, mais parce qu'on n'a pas pris en compte la notion de coût complet. Réduction de la dangerosité, ça c'est par substitution ou par utilisation de process un peu différents. Donc c'est des démarches de bon sens qui sont dans la plupart des cas engagées pour les grands groupes, voire plus que largement engagées. Par contre, pour les TPE, PME, c'est pas forcément le cas. Et quand on a des produits CMR dans une petite ou moyenne entreprise, c'est quand même assez important d'essayer de le substituer pour éviter ces risques-là aux opérateurs qui n'ont pas forcément la formation. Je ne sais plus quel intervenant, je crois que c'était M. Picot qui parlait de la formation des utilisateurs, et c'est vraiment capital. Donc le bon sens, c'est tout ce que je viens de dire. Donc travailler avec vos fournisseurs, vraiment. Limiter les opérations de manutention, parce que c'est surtout quand on manipule, surtout pour tout ce qui est liquide, qu'il y a des risques de déversement ou autre. Possibilité de confiner un site, donc c'est-à-dire avoir des vannes d'obturation sur vos eaux pluviales, sur vos rejets d'eau pluviale et d'eau usée, pour éviter soit on va dire, entre guillemets, fusiller la station d'épuration qui est derrière, ce qui arrive, soit de vous rejeter dans le milieu naturel, ce qui est encore pire, parce que dans ce cas-là, vous avez vraiment une dégradation de l'environnement. Et ce qui peut aussi arriver en cas d'incendie, par exemple. Donc là, moi, pour mes clients qui sont d'installations classées, l'inspection des installations classées, c'est un des points qui regarde le plus. Maintenant, les industries sont obligées d'avoir un bassin de confinement et de pouvoir stocker et bloquer les eaux d'extinction d'un incendie. On centralise les stocks de déchets, on limite les quantités en cours utilisées et stockées dans les ateliers. Donc ça rejoint vraiment ce que disait Madame Jonquet sur
les produits chimiques en laboratoire. Il faut vraiment avoir juste les besoins en cours et on a un stock principal ailleurs et aéré, géré avec les incompatibilités. Voilà. Et ventilation du stock, attention au point de sortie, c'est-à-dire que votre ventilation, elle n'arrive pas près d'une prise d'air pour votre atelier, voilà, par exemple, ou chez votre voisin. Donc, ben voilà, l'analyse de coût complet des déchets. Quark Chimie, je le cite là parce que ça permet justement de faire facilement de connaître la dangerosité d'un mélange sur la base des propriétés des produits qu'il compose. Donc sans présumer des nouvelles propriétés qu'il acquiert, mais au moins des anciennes, au moins des propriétés des produits qu'il compose. Et le système de management de l'environnement. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, le raisonnement en coût complet des déchets. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de pertinent parce qu'on intègre vraiment toutes les données de gestion, de main-d'œuvre, d'énergie et les matières premières, et on obtient un coût des déchets qui peut être de 3 à 150 fois plus élevé que juste le coût de gestion. Et on se rend compte que dans ce cas-là, on a un levier vraiment important pour aider à la décision de prendre un process efficace ou de substituer pour justement réduire ces coûts de déchets. Voilà. Conclusion, c'est vraiment la connaissance des procédés, la réduction à la source et l'estimation en coût complet. Voilà. Je me doute que vous avez faim, donc pas beaucoup de questions. D'accord. Effectivement, il y a dans ces problèmes de déchets quelque chose qui est très très important, là que vous avez insisté, qui est la réaction d'incompatibilité. J'avais été appelé pour faire une expertise pour le CEA à Saclay. Et c'était tout à fait caractéristique de ce qui peut arriver. Ils triaient donc leurs solvants, solvants chlorés, solvants non chlorés, puisque le coût de destruction n'était pas le même. Et alors vous savez, les solvants chlorés, il y a du chlore dedans, donc c'est quand même des produits qui peuvent être réactifs, en particulier des produits comme, je sais pas moi, le dichlorométhane, le chloroforme. Ça, c'est des produits très réactifs. Même le triclo. Et donc, quelqu'un, par inadvertance, a versé un produit chimique réactif dans le fût. Il a refermé, bien entendu, et ce fût, bien entendu, a explosé. Heureusement, ça s'est passé pendant l'heure du repas, donc il n'y a pas eu de victime, mais ça a déblayé tout autour. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Ouais, c'est très très important. Un point que j'avais pas noté dans mon diaporama, c'est que la partie aval, votre prestataire déchets, donc qui est aussi une installation classée, lui, la première chose le point important pour eux, c'est la connaissance du déchet. Et la validation de votre déchet passe par une analyse chimique sur site. Et ensuite, ils classifient les déchets. Et en fait, je pense que leur gestion à eux devrait servir un peu de modèle, entre guillemets, en plus simplifié, mais pour la gestion des entreprises des autres industries. C'est vraiment la connaissance vraiment pointue du déchet. Donc au moins la connaissance pointue de ce qu'on met de ce qui arrive dans notre process. Et donc comme ça, on a vraiment moins de risques. C'est la connaissance et la formation donc des utilisateurs et des gens qui vont manipuler tous ces produits, y compris les caristes, parce que ça peut arriver pendant des opérations de manutention.